et les réductions d'effectifs dans la fonction publique d'État, notamment, etc. Enfin, je ne continue pas, on a tous des exemples en tête sur ces questions. Alors, les caractéristiques plus précises du New Public Management, et on arrivera au virage inclusif ensuite, les caractéristiques, c'est des standards explicites et de mesure de la performance avec des objectifs et des indicateurs de performance qui sont exprimés quantitativement. Très important, quantitatif. Le New Public Management, c'est beaucoup de chiffres et de contrôle à partir des chiffres, avec un contrôle des résultats et des allocations de ressources qui sont basées sur les performances quantitatives qui en découlent. Une désagrégation des unités administratives avec une séparation, ça c'est très important aussi, une séparation des fonctions d'élaboration et donc de stratégie, séparation de ces fonctions, des fonctions d'exécution et d'opérationnalité. On entend de plus en plus, même dans ce secteur, l'idée d'opérateurs. Les organisations gestionnaires sont appelées de plus en plus à devenir des opérateurs. Donc aussi une importation de méthodes de management du secteur privé et la concurrence accrue appliquée aux services publics, les mises en concurrence. Les services publics se retrouvent régulièrement mis en concurrence dans le New Public Management, avec la question de la contractualisation, de la privatisation, de la flexibilité et le recours aux gratifications. Et très important pour finir, une nouvelle perception du citoyen qui deviendrait un client, un consommateur des services publics. Voilà les 5 grandes caractéristiques du New Public Management. Alors, est-ce qu'on peut faire, enfin, moi je fais une proposition de lecture du virage inclusif comme étant un exemple de New Public Management. Pourquoi? Si on reprend les caractéristiques établies plus tôt, on observe une verticalité des injonctions, avec une concertation très limitée avec les représentants du secteur. Peut-être que cela vous parle dans votre association. Des indicateurs et des objectifs quantitatifs de transformation par le biais des schémas régionaux de santé, les projets régionaux de santé. On voit que le virage inclusif, les indicateurs qui le contrôlent, qui l'évaluent, sont quantitatifs, très majoritairement. On voit aussi que ce virage inclusif, il s'appuie sur les CEPOM, qu'on pourrait analyser comme un outil de reprise en main stratégique de l'État face à ce que l'État voudrait considérer comme de simples opérateurs ou exécutants, c'est-à-dire les organisations gestionnaires et les associations gestionnaires. On a aussi un virage inclusif qui prône l'entrepreneuriat social et l'innovation sociale, qui sont des concepts ambivalents dans ce contexte, puisqu'on parle bien du rapport à l'entreprise et de la transposition des méthodes de l'entreprise à d'autres secteurs, au secteur public et au secteur non lucratif. Et on a un virage inclusif aussi qui s'appuie sur une certaine solvabilisation qui est encore peu précise, peu détaillée, des personnes accompagnées qui deviendraient donc de potentiels clients de prestations segmentées. Au sujet de cet outil, le nouvel outil de tarification qui se crée actuellement, depuis plusieurs années maintenant, alors, il a des aspects positifs. L'idée, ce n'est pas d'être dans une analyse binaire, puisqu'il y a des aspects très positifs dans Séraphin PH, notamment celui de reconnaître la diversité des besoins et de mettre en adéquation cette diversité des besoins avec les ressources à mettre en place. Mais cependant, dans sa constitution, il correspond à une logique de transformation du citoyen bénéficiaire de services d'intérêt général à celui de client consommateur de prestations sociales qui peuvent être rendus, et c'est présenté comme ça, par des acteurs publics, privés non lucratifs, mais aussi privés lucratifs. Et en cela, on pourrait s'attendre à une ouverture d'un nouveau marché, en quelque sorte. Donc, en fait, ce virage et son outil de tarification, pour moi, ils portent en eux certains risques. Et le risque par la segmentation, c'est celui de l'atomisation de l'offre médico-sociale. Second risque, c'est celui de la difficulté de donner du sens et de l'étayage clinique aux accompagnements des personnes. Et enfin, troisième risque, l'affaiblissement du secteur associatif, toujours dans cette segmentation et dans une ouverture possible à d'autres acteurs sur la délivrance de prestations, puisque maintenant on parle de prestations. Alors, si on regarde comment est présenté ce virage inclusif et cet outil, en fait, et cette idée de clientélisation, elle est, comme pour l'ensemble des éléments du virage inclusif, elle est présentée par l'administration centrale et le gouvernement comme un moyen d'atteindre l'autodétermination des personnes
concernés. Alors, on peut se dire que c'est peut-être une volonté réelle et peut-être l'État a changé au sujet de l'autodétermination. Et là, je vais faire une parenthèse sur la question de l'autodétermination et du rapport de l'État à l'autodétermination. De manière historique, on sait que l'État a des difficultés à accepter l'autodétermination collective et individuelle des personnes. Pourquoi ? Ce qu'on observe, c'est que l'État, c'est une réalité centrale et incontournable quand on parle d'autodétermination, aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel. Au niveau collectif, si on prend l'ensemble des processus d'autodétermination des peuples depuis 70 ans, on constate que les États qui déterminent à la place d'eux, eh bien, ces États peinent à perdre totalement le contrôle. Au niveau individuel, on observe aussi que concernant l'autodétermination de chaque citoyen, bien que l'État soit une institution nécessaire à la vie en commun, la question du contrôle et des déterminismes sociaux interroge aussi la compatibilité État-autodétermination. Puisqu'au niveau individuel, l'État exerce aussi un contrôle sur les individus qui oscille entre une nécessité administrative et un besoin de surveillance. Et ça a un impact sur les choix de vie. Par exemple, si on prend juste l'exemple du lieu d'habitation avec la question de l'habitat alternatif ou itinérant, ça n'est qu'un exemple. Et on voit aussi que l'État a du mal à appliquer partout où cela est nécessaire le principe d'équité, ce principe d'équité qui est souvent influencé, l'État est souvent influencé lui-même par le darwinisme social qui voudrait que ne s'en sortent que les plus compétitifs. Et on peut rappeler ici que c'est une compréhension erronée des écrits fondateurs de Darwin. Et cela restreint automatiquement la possibilité d'autodétermination individuelle. En fait, ce qu'il faut dire ici, c'est que l'État, il a ses enjeux et ses intérêts propres. Comme tout système, il consacre une très grande partie de ses ressources à maintenir son équilibre pour assurer son intégrité et sa durabilité. C'est ce qu'on appelle le principe d'homéostasie en systémie. Il y a un besoin de garder son équilibre pour l'État. Donc en cela, on ne peut pas dire que ce soit critiquable, puisque en fait, le risque pour l'État avec l'autodétermination, c'est la transformation de ces équilibres et les changements d'équilibre qui pourraient le mettre en risque. Donc en fait, ce qu'on peut observer historiquement, c'est que l'État n'a jamais eu intérêt à accepter et soutenir l'autodétermination des individus et des collectifs, car il en va de son équilibre et de sa survie. En fait, c'est par le jeu institutionnel et le jeu démocratique que les individus et les collectifs peuvent faire valoir leurs besoins d'autodétermination. Et les sociétés trouvent leur équilibre par ce jeu institutionnel et démocratique. Donc, ce rapide passage sur les rapports de l'État à l'autodétermination et par rapport à cette question du virage inclusif et du fait que le virage inclusif prône l'autodétermination, on pourrait se demander là si l'État a changé. Et c'est peut-être le cas. Enfin, je veux dire, je ne peux pas juger de ça. Mais on peut aussi faire une autre hypothèse, une hypothèse différente, qui est d'ailleurs compatible avec le fait que l'État aurait peu changé. L'hypothèse que je formule, c'est qu'en fait, l'État mobilise dans le virage inclusif une conception individuelle de l'autodétermination, je dis bien individuelle, puisque l'autodétermination, c'est individuel et collectif. Donc l'État mobilise dans le virage inclusif une conception individuelle de l'autodétermination pour justifier le passage d'une logique d'un service solidaire et démocratique à une logique de clientélisation par des prestations individuelles et segmentées, permettant par là même l'ouverture d'un nouveau marché. Ça n'est qu'une hypothèse, mais c'est une hypothèse qu'on peut étayer quand on regarde la façon dont sont formulés les objectifs quantitatifs dans ce virage inclusif. Alors là, je prends un exemple sur le secteur adulte parce que c'est ce que moi je connais le plus, mais vous aurez certainement des parallèles à faire avec les objectifs que sont les vôtres sur la transformation de l'offre et le virage inclusif. Dans un schéma régional de santé que je connais bien, il est précisé qu'à son terme, en 2023, 50% des places adultes en établissement devront être transformées en services inclusifs, donc hors établissement. Question qu'on peut se poser à partir de là. Si 60% des adultes concernés à qui on va donner les moyens d'une autodétermination individuelle réelle, important, si 60% de ces adultes se prononcent pour une poursuite de leur vie en établissement, est-ce qu'on devra imposer aux 10% qui font la différence entre l'objectif cible rationalisé du virage et le réel constaté de l'évaluation de l'autodétermination des personnes? Est-ce qu'on va imposer à ces 10% de personnes accompagnées de quitter leur cadre de vie contre leur gré? Et auquel cas, est-ce qu'on sera encore dans l'autodétermination, si c'était le cas, pour remplir ces objectifs quantitatifs? En fait, ce qu'on se rend compte en faisant cette analyse,
c'est que les injonctions quantitatives ne sont pas compatibles avec l'autodétermination. Alors voilà pour le côté commande publique de l'action sociale et médico-sociale. Et l'autre côté de la tension, c'est la question de l'émancipation des personnes. Et là, ça va être beaucoup plus rapide. Si on prend une définition internationale du travail social, assez récente, le travail social est une pratique professionnelle et une discipline. Il promeut le changement et le développement social, la cohésion sociale, le pouvoir d'agir et la libération des personnes. Les principes de justice sociale, de droit de la personne, de responsabilité sociale collective et de respect des diversités sont au cœur du travail social. Donc voilà, je ne continue pas plus loin dans la définition, mais ce qu'on observe là, c'est que les définitions reconnues du travail social, elles parlent de changement social, de pouvoir d'agir, de libération des personnes, de responsabilité sociale et collective. Donc là, on voit bien une mise en tension forte face à l'homéostasie et à la commande publique comme planification sociale descendante. À partir de là, la question qu'on doit se poser, c'est comment on aborde le mouvement inclusif actuel au vu de cette tension constitutive de l'action sociale et médico-sociale. Et là, je vous propose d'aborder cette question par le concept de transition inclusive, qui parle aussi d'éthique dans la transformation. Alors, la transition inclusive, c'est une locution qui a été créée par le Comité franco-québécois en 2016 et qui a été proposée en 2017 lors du colloque Transition inclusive, la désinstitutionnalisation revisitée. En fait, je vous propose une description en 7 points de la transition inclusive, de ce concept. Et si vous souhaitez plus de précision sur ce concept, on a écrit avec mes collègues du Comité franco-québécois un article complet sur cette notion qui est paru dans les cahiers de l'actif. Alors, ce n'est pas janvier 2021, c'est plutôt février. Voilà, je pourrais vous transmettre avec grand plaisir d'ailleurs. Alors, premier point sur cette transition inclusive, c'est que l'inclusion, c'est une expérience. Alors, on s'inspire là de Kobigo et Lachapelle, Yves Lachapelle, avec le spécialiste de l'autodétermination, qui fait partie du comité franco-québécois également. En cela, l'inclusion, c'est une expérience, c'est le sentiment d'être reconnu et accepté comme personne plutôt qu'au regard de ses différences ou de ses caractéristiques particulières. C'est aussi l'expérience d'avoir des relations interpersonnelles et réciproques. Et enfin, c'est aussi l'expérience d'appartenir à un groupe, une communauté, une collectivité. Et ces expériences, on parle bien vraiment d'expériences, elles se basent sur les principes que sont celui d'autodétermination, celui d'interaction personne-environnement, celui de processus de production de handicap, celui de valorisation des rôles sociaux et celui de qualité de vie. Et là, cet ensemble de principes dans l'accompagnement, pour nous, au Comité franco-québécois, c'est la matrice de l'inclusion. C'est ce qui doit être la boussole, la base de l'accompagnement dit inclusif. Ensuite, la transition, c'est une nécessaire réappropriation, une réappropriation du chemin parcouru depuis la création de ce secteur. Et ce qu'on dit dans l'article, et là c'est mon collègue Gilles Brandibat qui le dit, c'est que en fait la transition inclusive, c'est lier les parties d'un discours ou d'un ouvrage, celui tissé depuis des décennies par ceux qui nous ont précédés, ce grand ouvrage de la restauration d'une dignité pour les plus vulnérables. Et en cela, en fait, la transition inclusive, c'est une évolution qui fait la liaison entre ce qui a été construit depuis l'émergence de ce secteur, les nouvelles modalités d'action et de rapport à sa mission. Et en cela, ça ne peut pas être un virage, c'est une évolution. Le risque avec le virage, c'est qu'on regarde les institutions, les manières d'accompagner avec ce qui s'est créé depuis les années 50-60 maintenant, du siècle dernier, qu'on regarde ça avec les lunettes de 2021. Mais en fait, il faut considérer que ce secteur se transforme en permanence depuis sa création, ce qui parfois est plutôt ignoré par les discours qui entourent la question du virage inclusif. Ensuite, il faut se poser la question sur ce mouvement inclusif et cette transition de est-ce que c'est un nouveau paradigme? Sauf qu'en fait, si on regarde l'étymologie du mot paradigme et le sens qu'il recouvre en sociologie des sciences, par exemple, en fait, le changement de paradigme, il induirait un passage brutal à une seule et unique façon de voir le mouvement inclusif, qui refuserait de reconnaître le passé, comme je disais à l'instant, et qui délimiterait d'une manière très normative ce que c'est que l'inclusion et ce que c'est que la transformation sociale.